Cisaille. Alors bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous présenter un projet, quelque chose qui était à l'état de projet jusqu'à l'année dernière. Ça fait une dizaine d'années que notre association travaillait sur ce projet. Et là on vient enfin de finir de boucler tous les financements et donc les plantations vont commencer à l'automne. Alors je vais vous expliquer le projet, d'où on est parti et vers où on va. Voilà, tu peux passer la suivante. Donc, déjà, pourquoi une forêt mellifère? Parce qu'on entend parler partout de forêts comestibles, jardins-forêts, de choses comme ça. Mais nous, on veut faire pour les pollinisateurs, tous les pollinisateurs. Donc, pourquoi? Pour créer une oasis pour les pollinisateurs sauvages, donc ils ne seront vraiment pas embêtés. Et aussi, on va montrer un petit peu une autre sorte d'apiculture que l'apiculture qu'on a l'habitude de voir. Vous allez voir par la suite. Donc, ça va se... Alors, ça va se situer sur le COS de Sauveterre, côté Lozère. Donc, c'est cet endroit-là que vous voyez. C'est une ancienne plantation de pin noir d'Autriche sur 23 hectares. Qui avait été laissé à l'abandon, complètement à l'abandon, depuis une soixantaine d'années. Donc, vas-y, tu peux changer. Voilà, c'est pour vous situer, vous le montrer un peu plus. Hein, à l'heure actuelle, et ça va encore un peu évoluer. Tu peux, voilà, c'était comme ça, d'accord? Non entretenu. Alors, des pins qui avaient été plantés à 1 mètre les uns des autres. Donc c'était mort. La biodiversité là-dedans, c'était vraiment mortifère. Hein. C'était très pauvre, on n'entendait aucun chant d'oiseau, aucun cri, rien. Aucun bourdonnement, rien du tout. C'était, bien sûr, il devait y avoir quelques animaux, mais vraiment pas grand-chose. On peut changer. Donc, on part de quoi? Alors on part d'un sol calcaire, hein, c'est un COS, hein, au départ. Et finalement, cette plantation de pin, même si elle était catastrophique d'un certain point de vue, ben elle a été bénéfique parce qu'elle nous a amené une profondeur d'humus de 30 à 80 cm. Ça dépend des endroits. Alors on dit toujours que ça acidifie le sol. Ben là, ça l'a rendu neutre. Il est neutre le sol. On a fait faire des analyses, c'est neutre grâce à ça. Et grâce à ça, on a un sol, parce que sinon on n'avait que de la roche. Hein. Et donc, ça permet, vu que c'est neutre, ça permet la plantation de plein d'espèces différentes. Le climat, alors vous connaissez le climat du COS hein, aussi, c'est très chaud en été, vent du nord est très froid en hiver, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert des passages, on a prélevé à peu près 3 arbres sur 4, et parce qu'on va planter sous les pins qui existent. On a travaillé ça avec un botaniste et avec un ingénieur agronome qui travaille qui a l'habitude de travailler à l'étranger sur des forêts comestibles. Voilà, tu peux changer. Alors là, c'est comme ça a été il y a 3 ans quand ils ont ouvert. Donc déjà, vous voyez que c'était déjà un peu mieux. Hein, le sol, vous voyez qu'il commençait à apparaître quelques herbes. D'accord? On a laissé les branches au sol. Ça y est encore, ça va tout être broyé sur place pour rajouter. On a déjà commencé à broyer à un endroit l'année dernière et on s'est rendu compte cette année qu'il y avait une couche de plus de 10 cm là où on avait broyé les branches qui était hyper souple. Une terre hyper bonne. On a planté à l'automne déjà quelques petits arbres, quelques arbustes pour voir ce que ça donnerait. Ils sont partis impeccables. On testait d'abord. Hein. Voilà, tu peux avancer. Donc,
on va planter des arbres et des arbustes par groupe de 10 à 25. Pourquoi? Pour faire des spots pour les pollinisateurs. Parce que les pollinisateurs, ils aiment bien avoir des endroits où ils trouvent à peu près la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, il a besoin de tel pollen, le pollinisateur, et bien il lui faut le pollen de tel type. Donc s'il en a plusieurs à côté, ça lui évite de faire des trajets et ça lui évite de mourir plus vite. Hein. Par exemple, une abeille, en été, elle meurt au bout de 21 jours, hein, les butineuses, tellement elles font de trajets. Hein. D'accord? Là, je vous prends l'exemple des abeilles parce que c'est ce qui est le plus étudié, hein, les abeilles, comme pollinisateurs. Donc, on va couper après les grands pins au fur et à mesure que les arbres dessous vont pousser. Parce qu'aussi, on a travaillé avec d'après des travaux d'une dame qui s'appelle Suzanne Simard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une Canadienne qui maintenant est à la retraite, qui était responsable du secteur écologie dans une grande université, je crois que c'est l'université de Vancouver, il me semble. Et elle s'est rendue compte que quand on mettait des arbres, contrairement à ce qu'on croit, qu'on mettait des arbres, on gardait des arbres à un endroit et qu'on faisait pousser des petits arbres à côté, et ben, le grand arbre ne tuait pas le petit arbre. Ça a été prouvé scientifiquement, elle a vraiment fait des recherches. Elle a écrit un livre, elle montre tous les protocoles qu'elle a utilisés. C'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, le grand arbre, il aide le petit à pousser. Voilà, donc on va les, vous voyez ce que je vous ai dit, on va les planter en bouquet pour que les pollinisateurs les repèrent rapidement. Et on va planter des légumineuses. Pourquoi? Parce que les légumineuses fixent l'azote dans le sol et elles le partagent avec toutes les autres essences qui sont autour. D'accord? Voilà, les légumineuses, c'est par exemple l'acacia, mais vous avez aussi le caragagné de Sibérie, vous en avez le févier d'Amérique, vous en avez plein hein, de légumineuses. Plein. Voilà, changer. Donc, les espèces plantées sont adaptées au terrain. Vous voyez, le terrain est pentu, mais on a vu qu'il y avait de l'humus. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on étudie cet endroit. On s'est rendu compte que c'était très riche en vers de terre. Et on n'est pas allé voir la faune plus discrète parce qu'il faudrait l'analyser au microscope et tout. Mais vu le nombre de vers de terre qu'il y a déjà, je peux vous dire que le reste, c'est sûr, c'est bon. Donc, on va aussi creuser des lavognes, puisque, comme je vous rappelle, c'est sur un cos. Et sur un cos, ben, il n'y a pas d'eau, hein, comme ça. Donc on va creuser des lavognes, voilà, mais après vous allez voir, c'est la lavogne de la couvertoirade, en illustration, parce que en fait ce dossier, on le... si, enfin, moi c'est... Non, c'est pas la couvertoirade. C'est pas la couvertoirade? Non. Parce que, je pense que c'est sur le cosmégen. Parce que moi, la photo disait que c'était celle de la couvertoirade. C'est surpris. D'accord, voilà, donc c'est bien, parce que là j'ai des gens qui connaissent. Donc ça va être une lavogne de ce type-là, donc avec de l'argile dessous et dessus du pavage. Et on laissera des joints assez grands pour que puissent s'installer aussi des plantes naturellement. D'accord? Voilà, je peux avancer. Alors, on a un petit souci, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la grande faune qui passait par là, des sangliers, des cerfs, des chevreuils. On sait qu'il y a tout ça qui passe parce qu'on a vu des déjections, on a trouvé des bois de cerf, enfin voilà. Donc ben, on va bien protéger chaque plante. Parce qu'on ne veut pas, comme c'est un lieu de passage, que vous avez vu tout à l'heure sur le plan, c'est entouré de forêts de l'ONF, on ne veut pas clôturer ou changer, on veut les laisser libres de passer, hein, les animaux, hein, on ne va pas les embêter, hein, les grands animaux. Voilà, on peut changer. Et donc, nous, le but de l'association, au départ, c'était de sauvegarder l'abeille noire des Cévennes. Donc, on va réintroduire, parce qu'il faut se dire que sur l'Écosse, autrefois, il y avait des abeilles. Mais là, depuis 60 ans, on a fait tout le tour dans ce coin du Cos, il n'y a aucune abeille. Il n'y en a aucune. Donc, on va réintroduire des abeilles noires qui y étaient avant, c'est sûr. Ça y était.
Parce que les anciens, ils en avaient. Donc on va en introduire 10 colonies sur les 23 hectares. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites là aussi. Et comme là c'est un lieu pour tous les pollinisateurs, si on ne veut pas détruire une partie des pollinisateurs qui pourraient s'installer, il ne faut pas qu'on installe un trop grand nombre de colonies d'abeilles domestiques. Parce que les endroits où il y a beaucoup d'abeilles domestiques qui sont mises, des ruches, on s'aperçoit que les pollinisateurs sauvages diminuent. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Normalement, enfin, d'après les recherches qui ont été faites, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, c'est le docteur Thomas Sillet, ça fait une trentaine d'années qu'il travaille là-dessus, il est connu mondialement, ce monsieur, et qui fait des recherches sur les colonies d'abeilles sauvages. Et il dit, lui, pas plus d'une colonie par hectare. C'est ce qu'il dit, lui. D'accord? Mais c'est sûr, ça ne fait plus vivre les apiculteurs, hein, si on en met qu'une par hectare. Voilà. Donc nous, on veut montrer aussi un historique un petit peu de l'apiculture. À travers ces 10 colonies, il y aura 10 ruches différentes. Et il y aura après des ateliers qui seront faits, il y aura pour montrer aussi l'apiculture telle qu'on l'a pratiquée et telle qu'on peut à nouveau la pratiquer aujourd'hui. Voilà. Donc, alors la flore. Oui, d'abord. Attends, tu es allé trop vite, oui. On va un petit peu en arrière. Hop, là, voilà. Encore, passe à la suivante. Voilà. Voilà, donc nous, on fera des visites guidées régulièrement, comme on fait déjà sur un autre site qu'on a, qui s'appelle le Conservatoire de l'abeille noire, qui est au pont de Montvert. Et on fera aussi des visites donc guidées, des visites libres, et ce sera un accès libre toute l'année. Il y aura des panneaux pour expliquer les différents pollinisateurs qu'on trouve sur le lieu et les différentes essences qu'on va planter. Voilà. Qu'est-ce que c'est un bouffeur? Un quoi? Un bouffeur, c'est quelqu'un qui veut venir voir comment vous travaillez, qui s'intéresse à ce travail-là pour se former au bout, et qui vient vous aider bénévolement, mais vous le logez, le nourrissez, le blanchissez. Voilà, c'est normal. Voilà. Donc on a déjà des demandes de bouffeurs qui veulent venir travailler sur le projet dès qu'il sera mis en route. Voilà, et puis on va lancer des chantiers participatifs à l'automne, puisque à l'automne on va commencer les plantations. Voilà. Alors la flore. La flore, comme vous avez vu la photo au départ, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que des pins et des soufres d'œufs. C'est tout, il y a derrière. Donc, on a ouvert le milieu. Vous avez vu les photos où on voit l'ouverture. On s'est aperçu qu'il y a des plantes indigènes qui sont arrivées par le vent, par les oiseaux. Mais ce n'est pas encore assez riche pour nourrir à l'année les pollinisateurs. Ils ne pourraient pas vivre naturellement. Donc on va y rajouter des espèces. J'ai écrit exotique, mais c'est plutôt exogène parce que ce n'est pas forcément exotique. Mais ce sont des arbres principalement, c'est pour ça que j'ai mis les arbres, qui sont déjà étudiés dans les arboretums français. Ce n'est pas des trucs qu'on va amener comme ça et on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc là-dedans, c'est surtout non invasif. D'accord? Parce que c'est pas le but. Hein. Et donc, le but ici, c'est de pérenniser les ressources. Pérenniser les ressources, ça veut dire 12 mois sur 12. Parce que les pollinisateurs, ils n'ont pas tous le même cycle. Il y en a qui sortent très tôt, qui arrivent très tôt au printemps. Il y en a qui arrivent très tard. Après, il y en a à l'automne qui vont jusqu'à dans l'hiver, qui sortent presque dans l'hiver. Et de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et donc, tout est amené à évoluer aussi. Donc il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de l'actuel, mais aussi se projeter un peu dans ce qui va nous arriver. Voilà, tu peux passer. Alors là, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais ça c'est les inventaires botaniques qu'on a fait au fur et à mesure. On en a fait 3 d'inventaires botaniques. On a fait un inventaire botanique en 2020, juste avant que tout soit coupé. D'accord?
qu'on ait coupé les arbres qui étaient en souffrance. On a fait un inventaire botanique juste après les travaux, enfin 2 ou 3 mois après les travaux. Et après vous verrez les autres, ce qu'on va amener. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Regardez, fin d'hiver, début de printemps, au début, il y avait ça, on avait trouvé ça. On avait trouvé, alors vraiment, quelques noisetiers, mais alors vraiment, peut-être sur 23 hectares, on en a trouvé 2, quoi. Vous voyez, c'est rien du tout, quoi, il n'y avait rien. Et là, vous avez l'indice de nectar que donne chaque plante et l'indice de pollen que donne chaque plante. Et vous avez les totaux, en fait. Donc, les totaux, au départ, là, vous aviez 4 et 7. Et là, avec ce qui est arrivé naturellement par les oiseaux et le vent, 8 et 12. Je ne vous parle pas du reste parce qu'après c'est pour vraiment rentrer dans le détail. Et on passe à la diapo suivante et on va voir, donc on reprend 8 et 12. Et là avec ce que nous on va amener, 18, 23 et même on va rajouter pour faire de la propolis. 5. Pour que les pollinisateurs puissent propoliser, utiliser la propolis. Parce qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques qui utilisent de la propolis. Donc c'est pour vous montrer l'évolution qu'il va y avoir grâce à ce que nous on va implanter. Et là, vous avez tout au long de l'année, donc on a fait cet inventaire botanique qui fait chaque fois 5 feuilles. Et après, vous voyez la richesse qui arrive. Et vous voyez la richesse qu'il y a surtout en fin d'été et début d'automne. Parce que là, c'est une période critique avant de passer l'hiver. Voilà, c'est tout un travail qu'on a fait donc avec monsieur Daricot, qui est ingénieur agronome, qui était conseiller auprès de l'ONU. Et il a travaillé un peu partout sur les jardins forêts, les forêts comestibles, et une botaniste aussi, je ne dirai pas son nom parce qu'elle n'est pas connue, mais elle est compétente moi en botanique. Voilà, tu peux passer. Donc je vais vous donner un exemple d'essence qu'on peut planter, et là vous allez voir toute la différence. Donc on va planter du tilleul à grande feuille, c'est celui que vous trouvez partout, celui-là. Lui, il fleurit en juin. En Lozère. Moi, la référence, c'est en Lozère. D'accord ? Après, vous avez le tilleul à petite feuille, le tilleul des bois, c'est celui qu'on trouve qui est sauvage dans la nature. Lui, il fleurit en juillet. Donc, déjà, on va les introduire parce qu'ils y sont pas. Et vas-y, passe à la diapo suivante. Et on va aussi introduire ce tilleul-là, qui est un petit tilleul chinois, il est tout petit par rapport aux autres. Et lui, il fleurit en août. Et il est très mellifère aussi. Donc ça va nous donner juin, juillet, août, du tilleul. Du nectar. D'accord ? Déjà, c'est qu'une essence. Hein. On va faire ça pour plein de plantes différentes. Parce que les espèces européennes peuvent fleurir à telle date. Mais si vous prenez la même flore de climat tempéré, en Asie ou en Amérique, ça peut fleurir un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt. Et donc c'est très intéressant pour nourrir à l'année les pollinisateurs. Voilà, vous passez. Et voilà. Donc c'est très important pour pérenniser. Nous, le mot clé, c'est pérenniser la nourriture. C'est-à-dire qu'il y ait de la nourriture tout le temps. Ils ne sont pas en souffrance. Voilà. Et ça va être vraiment un sanctuaire pour les pollinisateurs. Voilà. Si vous avez des questions. Après j'ai mis une petite bibliographie qui tu peux passer si tu veux. Voilà. Qui est très intéressante. Toujours ce monsieur-là dont je vous parlais, monsieur Daricot, qui suit le projet et qui fait... Après, tu peux passer, tu as une vidéographie, on le trouve sur YouTube, ses conférences, qu'il donne à la Société nationale d'horticulture. Ce monsieur, il est passionnant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Parce que moi, c'est vraiment un résumé. Hein. Moi, j'ai quelques questions. Pardon. Oui, Tu vois, ici, par exemple, on a des buis qui sont attaqués par la pyrale. J'imagine que ça, on doit avoir à peu près la même chose en Lozère. on a la même vue. Et est-ce que ça peut être éventuellement une alternative, en fait, justement, à retrouver des pollinisateurs, parce que le buis est intéressant au niveau, donc, principalement du pollen, en avant-première avec le noisetier en début de printemps, hein, avant même le début du printemps, c'est là où on a un petit peu de pollen, c'est un peu le gâteau des abeilles. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses que ça peut être aussi transposable par ici, par exemple? Oui, mais alors c'est pareil, même sur l'Écosse, il faut aller étudier, déjà voir le terrain sur lequel on veut le faire, étudier le sol, il faut faire une étude de l'environnement, quoi, parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça, sinon c'est sûr. Moi j'ai une copine qui a planté sur le Gosse une centaine d'arbres, et ben, il y en a un qui a survécu. Oui, c'est clair. Voilà, elle est allée comme ça, elle est allée planter, plantons des arbres pour les abeilles, mais bon, il faut étudier le truc d'abord. Ça attire milieu quoi. Voilà, il faut. Nous, ça fait 10 ans qu'on est sur ce projet, hein, quand même. La vie est dure et le sol est pauvre. Hein. Et oui, donc nous, on a la chance d'avoir trouvé. Et l'eau est rare. Et l'eau est rare, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les lavognes. Voilà. Non, dans la terre, quand vous plantez un arbre, si vous ne l'arrosez pas, vous avez très peu de chances que ça marche. Donc, je voulais faire une réflexion tout à l'heure quand je suis arrivé là. Vous avez dit que c'était des trucs qui étaient arrivés par les oiseaux ou le vent. Oui. Moi je pense qu'il y a des stocks dans la terre de plantes qui sont centenaires, même peut-être plus. Peut-être plus. Et qui sortent à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Ou même des millénaires, parce que faut se dire que juste après les grandes glaciations, parce que les grandes glaciations, elles sont arrivées, il faut se dire qu'elles sont arrivées jusqu'aux Cévennes. D'accord ? Tout ce qui a survécu, comme par exemple l'abeille noire, elle a survécu en bord de Méditerranée, juste en bord de Méditerranée. Il n'y avait plus rien avant. Là, ici, c'était la banquise. Hein. D'accord ? Quand ça s'est retiré, tout ça, les hommes préhistoriques, ils ont commencé à remonter, et ils ont remonté des choses, déjà, de Méditerranée. Et il y a des choses qui sont ressorties, eux, au moment où ils étaient là, après la glaciation. Mais tout n'est pas ressorti, c'est sûr. Il y a des choses qui mettent même des millénaires à germer. Non, on s'est rendu compte. On s'en parle pas. Une graine a une durée de vie quand même. Hein. Une Oui. graine, elle ne peut pas attendre 100 ans dans le sol. Hein. Si, il non, y a des graines qui ont germé qui avaient 4000 ans. Donc, Non, mais bon, une noix de coco, elle peut durer 100 ans, mais il y a très peu de graines qui durent longtemps. Très peu de graines, oui. Ça c'est vrai. C'est pas possible. Donc après, non, mais en fait, on n'a pas conscience de ce qui se passe, ne serait-ce qu'avec le vent, avec les oiseaux, avec nos semelles, avec les pneus de nos voitures, avec tous les paramètres, avec les poils des animaux qui se baladent dans les bois. Donc en fait, il y a une dissémination qui est permanente et qu'on ne voit pas, mais les graines ne restent pas dans le sol indéfiniment. Ça, c'est pas possible. Mais, Bon, dans ma tête, je suis pas d'accord. Bon, enfin, on ne sera pas d'accord, mais bon. Non. Il y a des. Moi, j'ai essayé je suis agriculteur à la retraite. J'ai essayé de nettoyer des champs en grattant, en faisant germer et tout ça. On n'y arrive pas. Il y a tout le temps des graines qui poussent. C'est pas des graines qui arrivent du ciel ou des oiseaux. C'est des une graine, elle a une durée de vie. Moi, je suis paysagiste. J'ai mon expérience aussi. Et voilà, mais les graines, elles ont des durées de vie qui sont données. J'ai pas d'expérience et il n'y a pas de graines qui durent 100 ans dans le sol. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de profondeur aussi au niveau des graines? Alors, il y a des profondeurs qui vont décaler la germination. Ouais. Des graines peuvent attendre. Il y a des graines, par exemple, quand on prend les cèdres du Liban, qu'on voit, plus dans le sud, qui ont besoin, par exemple, qui peuvent attendre très longtemps, qui ont besoin d'un feu. Comment ça s'appelle? Ça a un nom. Les graines, je ne sais plus, qui aiment le feu en fait, qui ont besoin du feu pour germer. Donc il y a des graines qui peuvent attendre, mais bon, il n'y a pas de magie non plus. Par contre, vraiment, il y a des modes de dissémination qu'on ne soupçonne pas et qui sont là et qui sont bien réels. Et une graine de colza, elle peut se barrer dans un champ, elle peut partir dans le vent de bien loin. C'est le pendulum, non? Que vous avez du feu pour... Non, c'est le cèdre du Liban. Et voilà. Après vous avez. De toute façon, c'est pas la question. Les grands animaux, comme j'ai dit. Voilà, les grands animaux, ils sont de passage. Sur un un poil, ils trimballent des trucs aussi. Moi, dans mon bassin, là, j'ai trouvé des grains de maïs. Ils viennent d'où? Ils ont débarqué d'où? Tout simplement, il y a une tourterelle qui est venue, qui a fait caca au-dessus du bassin. Et puis son grain de maïs, elle l'avait pas digéré. Bon, c'est tout.
S'il avait été dans des bonnes conditions, bah, j'aurais eu du maïs, tiens. Et je me suis dit, bah tiens, d'où ça vient? Mais bon, voilà, donc les graines, elles ont quand même une durée de vie qui est réelle et qui n'est pas... voilà. Après, on peut peut-être les retarder, par exemple, avec une glaciation. Peut-être qu'une graine peut germer plus tard, si elle a été dans des conditions de maintien optimum. Mais bon, voilà. Bon, mais bon, pour revenir à ça, moi j'ai une question. C'est pourquoi, du coup, ne pas introduire d'autres essences moins ligneuses, donc c'est peut-être moins des essences qui sont moins pérennes, mais qui auront un effet tout de même assez rapide, et en y réfléchissant bien, parce que bon, donc, je suis paysagiste, je fais des jardins secs, des jardins méditerranéens, qui utilisent pas d'eau pour certains, le moins d'eau possible. Bon, pas d'eau, moi mes clients c'est particulier, donc ils aiment bien tout de même avoir des plantes qui ont un aspect à peu près correct en été. Je plante beaucoup de cistes, beaucoup de sauges, beaucoup voilà, de plantes qu'on trouve sauvages, des hélichryses, je pourrais faire des longues listes. Mais bon, du coup, ouvrir un milieu, est-ce que ça pourrait pas être intéressant aussi de rajouter du coup des plantes semi-ligneuses, quoi? Alors là, on n'a parlé que des arbres et un peu des arbustes, mais là, par exemple, à l'automne, a été fait tout un semis, de semences mellifères. Donc on a semé du sainfoin, de la facélie, de la luzerne, enfin, il y en a plein. Donc il y a aussi ce côté-là. On sème des annuels, on va semer des vivaces aussi. Voilà, il faut semer des vivaces. Voilà, mais ça on n'en parle pas parce que là c'est pour... voilà, c'est parce que là, les arbres c'est ce qui pousse qui met le plus de temps à pousser. Le plus de temps à s'installer. Donc il faut les... C'est pour ça qu'on parle de ça principalement. Mais sinon, nous on a déjà semé des annuels et des vivaces. Et on va continuer. Et ça va compléter les périodes de floraison et de fructification des autres arbres et de machin. Voilà, parce qu'il y a des années où il va faire très sec. Donc les annuels, pour peu, elles vont faire la tête ou mourir, ou il n'y aura pas de nectar, il n'y aura rien. Et par contre, un arbre, peut-être que lui, il pourra faire à ce moment-là du pollen, du nectar. On va jongler avec les différentes essences, quoi. Mais plus au sud, on va dire, quand on descend des cosses, moi j'arrive à faire des jardins, j'ai des floraisons toute l'année. Et sur de la vivace, ouais. Et floraison toute l'année. Après, toutes les plantes ne sont pas mellifères. Ouais, bien sûr. Mais après, bon, moi je ne suis pas non plus un spécialiste, hein, mais voilà, il m'arrive de faire 100 mètres carrés avec 100 variétés, quoi. Et ça fait des jardins fantastiques. Mais là, nous, on se base sur... là, je vous ai juste effleuré, hein, les indices pollen, nectar. C'est ça qui est hyper important pour les pollinisateurs, hein, puisque là, le but, c'est les pollinisateurs. Hein, donc, voilà. Donc, chaque plante a été répertoriée avec ce qu'elle peut donner en pollen et ce qu'elle peut donner en nectar. Donc il y a tout un catalogue avec ça, et après, puisque c'est des travaux qui ont été faits en France, et donc nous on se base là-dessus. Non, mais c'est un très beau projet. Moi je peux même donner un exemple. C'était dans le Morvan, une pépinière faite par un gars qui adorait ses plantes, qui était absolument pas rangée, il plantait tout en pleine terre, et en fin de compte il y avait une diversité qui était monstrueuse. Et bien finalement, c'est l'endroit sur tout le Morvan où il y avait la plus grosse biodiversité en pollinisateurs, en papillons. C'était incroyable, c'était juste un immense mélange. Et finalement, c'était un résultat vraiment incroyable, quoi. Voilà. Et tous les entomologues, tous les gens du coin venaient faire des relevés de populations d'insectes divers et variés. Nous, ça va être comme ça, puisque nous on travaille et avec... l'INRAE, le CNRS et le muséum aussi, on travaille avec les trois. Ils viennent déjà travailler sur notre autre lieu, le conservatoire de l'abeille noire, où ils font des études génétiques sur les abeilles, puisque là c'est spécifié l'abeille noire, et là ils feront du travail sur les pollinisateurs en général. Voilà. Et tu as aussi Pollinis Pollinis, ils ne s'occupent pas de ce projet. Ils se sont juste occupés de notre projet, et ça ne les intéresse pas. Ok. Voilà. Pollinis, ils se sont occupés de notre projet, et maintenant ils sont sur autre chose. Oui, d'accord. Voilà. Moi j'ai encore une question. Le tilleul chinois dont j'ai déjà... Henriana. De Henri, le tilleul de Henri. Henriana. Et vous le trouvez où en fait, quoi? Tu le trouves de plus en plus dans les pépinières. Ah ouais, je l'ai jamais vu. Si, tu
Je me renseignerai parce qu'il est intéressant même pour les jardins, je pense. Oui, parce que lui, il fleurit au mois d'août. Ouais, il est intéressant pour les jardins. Et en plus, il est très joli. Développement qui est pas énorme. Et il a de très belles feuilles. Moi, je suis à la recherche d'arbres dans ces tailles-là. Et donc ça peut être intéressant à planter. Il est beau déjà. Bon, faut que je vois son code sécheresse, savoir comment il résiste. Mais ça va être intéressant. Il est très joli déjà. Voilà, pour les jardins, souvent c'est le critère au départ. C'est moi qui choisis, donc je choisis ce que j'apporte dans Monsieur, le qu'est-ce jardin. que vous vouliez dire? J'ai une question relativement à des espèces endémiques que sont des chênes et des hêtres. Oui. Du point de vue de la pollinisation, qu'est-ce que ça vaut? Le chêne, c'est très pollinifaire. Contrairement à ce qu'on croit, c'est très pollinifaire le chêne. Donc c'est intéressant. Le hêtre, non. Et puis de toute manière, le hêtre, il est en train de disparaître. Oui. Donc, le chêne, au contraire. Comptez plus là-dessus. Oui. Par contre, les chênes verts vont monter là. Et moi, j'ai regardé les projections sur 2050. Ils prévoient que les chênes verts vont arriver jusqu'en Bretagne. Les chênes Non, mais sont... nous, on travaille qu'avec des scientifiques, parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise c'est n'importe quoi ce que vous faites. C'est dans les prospectives, ils ont étudié, le chêne est en train de monter, le chêne vert, mais il monte très vite. En 2050, il est en Bretagne. Et la vigne en Angleterre. Oui, la vigne en Angleterre, oui. Alors ça, c'est pas une réussite. Et la vigne ici, elle fera, je sais pas combien, il y a du 40 degrés presque. Je rigole. Le problème, c'est le degré d'alcool pour les viticulteurs. Ici, le vin est trop alcoolisé. Non, mais bon, après, donc, il y a toutes ces essences méditerranéennes qui vont monter, qui sont en train de monter d'ailleurs. Là, le chêne vert, il est en train de disparaître d'Espagne. Oui, mais là, ça commence à être critique. Ils ont 3 sur 4 qui sont morts dans le sud de l'Espagne. L'Espagne, ça va devenir un désert. Pourquoi? C'est trop sec? Ouais, c'est trop sec, ils n'ont pas d'eau. Et puis, ça va devenir le Sahara, c'est prévu. Là, en ce moment, il y en a 3 sur 4 dans on va dire, la moitié sud de l'Espagne, il y en a 3 sur 4 qui sont morts depuis l'année dernière. Ils n'ont pas eu d'eau cet hiver. Là, c'est critique. Voilà. Même les chênes lièges, tout est en train de... Donc ils sont en train d'essayer d'adapter, les services forestiers espagnols sont en train d'essayer d'adapter des plantes du Maghreb. En urgence. Parce qu'ils n'ont que ça à faire, sinon ça va être le désert, il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien. Tout va mourir. Tellement il fait hyper chaud. Parce qu'il fait sec, mais encore s'il fait sec et pas trop chaud, il y a des trucs qui arrivent à survivre quand même, avec très très peu d'eau. Mais s'il fait sec et un cagnard pas possible, là, il n'y a rien qui vit. C'est mort. Plus les incendies. Voilà, plus tous les problèmes. Voilà. Comment on peut savoir le suivi des dates de plantation que vous proposez? Le suivi des dates pour les périodes, il y a un site pour suivre. Là, il y a des besoins pour participer au chantier. Il y a un site qui sera créé à l'automne. Donc on lancera des appels à chantier participatif. C'est quoi l'intitulé? L'intitulé, il n'est pas encore fait, le site. Oui, d'accord, mais quelle est la référence? Il faudrait bien y faire. Ah, d'accord. Vous pouvez regarder une chaîne YouTube qui s'appelle Marine Apis. C'est la chaîne où on travaille à montrer des exemples de ce qu'on peut faire par rapport à l'apiculture naturelle. D'accord. Voilà. C'est une chaîne YouTube. Et on parle aussi un peu des plantations qu'on fait, parce que pour le moment ça a été que des essais qu'on a fait, pour voir. Voilà. Et vous avez prévu de mettre du lierre aussi? Ah oui. Parce que là, je vous ai montré comme exemple le printemps, mais à l'automne, vous aurez du lierre, c'est sûr, c'est indispensable le lierre. Mais bien sûr, il y aura d'autres arbres. Par exemple, il y aura des arbres. Par exemple, vous avez un arbre qui a un nom barbare, il n'a pas de nom en français. Parce qu'il est très peu connu des pépiniéristes et tout, mais ça commence. Il commence à s'en rendre compte, vous voyez, au niveau de la Société nationale d'horticulture, au niveau de l'INRA, au niveau du muséum. Donc, après, ça va être dispatché petit à petit. Donc, il s'appelle Leptacodium myconoides. Et en occitan? Ça doit ressembler. Non, c'est beaucoup plus simple. Hein. Oui. Il n'a pas de nom en français. Et non, il n'existe pas parce que c'est un arbre qui vient d'Asie.
Et lui, il commence à fleurir en octobre. Moi j'en ai un dans mon jardin qui est tout petit, mais il a déjà commencé à fleurir l'année dernière. Mais alors, ça embaume, et vous avez tous les pollinisateurs qui viennent dessus. C'est normal, hein, vous n'avez pas grand chose à cette époque-là. Voilà, et ça devient un arbre. Voilà. C'est un exemple que je vous donne, mais il y en a plein comme ça, des essences qu'on peut amener et qui permettent de se nourrir. Voilà, aux pollinisateurs. Il n'y a pas les mélias qui fleurissent là aussi? Des mélias. Des mélias. Lesquels une floraison estivale, hein, je crois, le mélia. Oui, mais c'est pas. Je sais pas si c'est très. Je sais pas si c'est bon, ouais. Parce qu'il est. En ce moment, on voit les fruits. Donc, là, les fruits, ils ont dû tomber, il doit préparer sa floraison, là, je pense. Il va fleurir au mois d'août, ouais. Je pense, mais pas si tard, octobre. D'accord. Parce qu'on est appelé à avoir des étés indiens de plus en plus, quoi. Le mélia, par contre, il est sol profond plutôt. Hein, d'accord. Sol profond. Plutôt des hivers indiens maintenant, puisqu'ils gèlent plus. Le problème justement pour les pollinisateurs, c'est qu'on arrive après en septembre où on n'a plus rien, et que maintenant il fait de plus en plus chaud en octobre et en novembre, et là on se retrouve avec rien. C'est pour ça. Hormis de leur laisser leur nourriture confortablement. Voilà. Mais sinon on se retrouve avec en fait un déficit au niveau. C'est pour ça qu'il faut implanter de nouvelles. C'est urgent. Voilà. C'est urgent. Parce que le changement climatique, on pensait que c'était quelque chose qui allait arriver tranquillement, doucement, mais en fait, c'est exponentiel, quoi. Oui. C'est vraiment exponentiel. Non, mais ça arrive tranquillement, mais par contre, les effets sont vachement rapides. Oui. Quelques dizaines de degrés, ça influe. Même pas, même 1 degré. Même 1 degré, c'est dixième, je dis moins. Un dixième, oui. Oui. Voilà, je sais pas, vous avez d'autres questions? Et vous, votre association, elle est où? Le siège social est au Pont de Montvert. Donc nous, on gère déjà sur place le conservatoire de l'abeille noire, qui est sur 22 hectares, où, si vous voulez, on garde de l'abeille vraiment noire. C'est analysé tous les ans par le CNRS, qui fait des prélèvements dans les colonies, qui prélève, je vous dis un petit peu comment ça fonctionne, qui prélève 4 abeilles sur chaque colonie, qui les analyse génétiquement. Et on ne garde que sur ce lieu que des abeilles qui ont minimum 80% des gènes d'abeilles noires. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'abeille noire est une abeille très rustique et qui résiste, qui est capable de résister à la chaleur, au froid, qui est capable d'aller dans les extrêmes. Surtout, elle est endémique, quoi. Voilà, et en plus c'est endémique. Et on ne sait pas dans l'avenir si on n'aura pas besoin de ces gènes-là, l'être humain. Donc nous, on essaie de sauvegarder, pas la pureté parce que ce n'est pas possible, mais au moins 80% des gènes là-dessus. Les autres colonies qui n'ont pas ces 80% de gènes, on ne va pas les tuer. On les met sur d'autres lieux, que ça ne se mélange pas. Voilà. Mais on essaie de conserver ça, qu'après ça puisse servir aux humains dans le futur. Et c'est difficile à conserver, l'abeille noire ou... C'est fragile? Non, c'est pas fragile, vous dites. C'est pas fragile, mais le souci c'est que si pas loin vous avez des transhumances avec des abeilles hybrides, comme c'est maintenant en France majoritairement, c'est ce qu'on appelle l'abeille Buckfast, qui est une abeille hybridée, et ben, les mâles vont être des Buckfast, ils vont hybrider les reines noires. Hein. Ouais. Voilà. Ça ou de la caucasienne. Voilà, ou de l'italienne. Dans les ça. Cévennes, il y a encore de l'italienne. C'est des abeilles jaunes. Voilà. Et on se retrouve avec... Nous, c'est le souci, c'est qu'on essaie de conserver pour si l'humanité en a besoin plus tard. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les scientifiques, parce qu'ils nous ont tous dit il faut faire quelque chose comme ça, parce que plus tard, on ne sait pas si on en a besoin. Après, si vous avez perdu la génétique, vous l'avez perdu. Mais plus tard, on aura besoin de tout. Hein. Oui. Pourquoi on laisserait partir ou disparaître des choses qui existent? Non, mais là, nous, on n'est pas les sauveurs universels. Nous, on s'occupe de l'abeille noire, et il y a d'autres associations qui s'occupent
d'autre chose. Non, parce que si on demande de la rentabilité aussi, quand on laisse tomber des trucs endémiques. Ah non, mais c'est même à cause de la rentabilité qu'on se retrouve avec de la bockfast et de la caucasienne. Et ça, par contre, c'est un très gros problème parce qu'en fait, elle est ce qu'on appelle de l'abeille à viande, hein, enfin, ce qu'on appelle nous l'abeille à viande. C'est vulgaire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elles sont ultra productives pendant 1 an ou 2 et on change les reines tous les ans à peu près, histoire donc de pouvoir avoir du miel. Donc c'est quelque chose qui est assez négatif. C'est-à-dire qu'une colonie de ruches d'abeilles noires, c'est environ 50 000, une population à peu près 50 000. Les autres, ils vont monter avec plus de 80 000. Voilà, et là, le problème, il est là. Par contre, elle est ultra fragile, elle ne supporte pas le sec, elle ne supporte rien, ni le froid, ni le sec, ni quoi que ce soit. Donc ça devient très compliqué. Et on est 1000 fois, hélas, en fait, embêtés parce que justement, les gens qui viennent et qui transhument, eux, par contre, ils sont là pour faire de la production. Et là, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et effectivement, quand on peut se permettre, en tout cas, en ayant un métier aussi à côté, hein, ça je l'entends, c'est le dilemme, il est là, hein, c'est de revenir plutôt en arrière au niveau de l'apiculture, ce qui est très important. Il y a des gens qui ont eu jusqu'à 3000 ruches et maintenant qui prônent l'inverse en disant arrêtez tout, ne transhumez plus, etc. Les maladies en fait qui sont propagées, c'est-à-dire qu'en ce moment on ne sait pas pourquoi l'abeille disparaît, mais il y a plusieurs raisons. Le fait que en fait la première des choses, donc déjà c'est que elle est transhumante, donc les maladies s'échangent énormément. Ensuite on a une abeille qui est beaucoup plus fragile. D'où le problème de la bockfast, ou de la caucasienne, c'est les mêmes à peu près, hein. Génétiquement c'est à peu près... La bockfast c'est vraiment une mutation génétique, hein. Ça n'existe pas à l'état naturel. À l'état naturel, il n'existe pas, voilà, exactement. Et c'est là où on se retrouve avec des problèmes justement au niveau des disparitions des abeilles, parce qu'on se retrouve avec des races beaucoup plus, enfin des variétés beaucoup plus fragiles à tous les niveaux. Donc elles chopent n'importe quelle maladie. L'abeille noire par contre est beaucoup plus résistante, mais nettement moins productive. Elle produit... admettons, pour une résidente, une abeille noire, c'est maximum 8 kg par ruche à peu près, et on se retrouve par contre sur les autres à 30 kg. Donc la différence elle est vite vue. Pour un apiculteur, même s'il est en bio, hein, je ne critique pas, c'est un choix de travail, je peux l'entendre, mais la réalité est là. Et on arrive à 30 kg, l'autre 8 kg, alors qu'est-ce qu'on peut? C'est de la production. Et c'est pour ça que ça devient dur. Oui, ça devient très dur. Et c'est pour ça qu'on a créé ce conservatoire aussi. Oui, mais en même temps, si l'apiculteur perd 20% de ses ruches par an, donc je ne sais pas combien, parce que... Non, jusqu'à 50. Voilà, parce que ces abeilles sont fragiles, est-ce qu'ils s'y retrouvent vraiment? Oui, ça devient toujours intéressant parce qu'en fait, comme elles sont très populeuses, elles se reproduisent extrêmement vite et on fait de la reine, de la reine, de la reine. Une jeune reine va pondre plusieurs milliers d'œufs par jour. Donc on va se retrouver avec quelque chose d'exponentiel. Donc ça fait une colonie énorme et qui ramasse du nectar, du nectar, du nectar. Et ça fait un mois ou deux, on est sur des colonies énormes et on les prend, on les monte, on les transhume et bing, bing, bing. Voilà. Donc, alors, je peux l'entendre, moi j'ai des amis qui sont apiculteurs plutôt productivistes, même s'ils sont en bio, ça n'empêche pas que c'est mes amis, mais encore aujourd'hui, jusqu'à quand je sais pas, mais en ayant un discours comme ça, je sais pas s'ils vont rester amis. Mais par contre, tu vas passer sur la chaîne. Là. Ça fait rien, attends, j'assume. Oui, j'assume totalement. Oui. Pour regarder la tête que j'aurai après, on ne sait jamais. Et voilà, mais après ça reste un choix, et je peux l'entendre, je peux le comprendre, parce que quand tu en fais ton métier, il faut manger, et donc on fait des compromis. Voilà. Et alors il faudrait juste limiter la transhumance, voire l'arrêter, et revenir en arrière. Mais c'est à mon avis totalement impossible. Non, le jour où il y aura surproduction de miel, peut-être que vous aurez à reculer en France, on a un déficit de 35 000 tonnes. Et oui, c'est ça le problème. 35 000 tonnes de miel l'an dernier. Il vient principalement de Chine. Hein. Et maintenant, c'est voilà, le miel liquide. Le principal producteur. Et pourquoi? Quel miel? Pourquoi? Il y a le nom. Alors, et aussi, il faut dire que c'est des cochonneries qui viennent, le frelon asiatique. Le varroa, c'est des choses qui viennent de l'Asie. Et on a un nouveau frelon qui vient d'Asie. Là, on a le frelon oriental qui arrive. Il est pas mal. Qui est à Marseille et qui est à Barcelone. Oui, non, mais il y a le capricorne de Chine aussi, là, qui est différent, mais oui, moi j'en vois les effets. Quoi. Bah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est lié. Hein. Les plantes et l'apiculture, c'est lié. Et ça, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué.
Et il y a aussi autre chose, les miels qui viennent de Chine et qu'on trouve, qui sont donc des miels liquides dans les grandes surfaces, dans des trucs en plastique. Donc souvent ils ont été chauffés, mais même plus la peine de les chauffer, parce que de toute façon, eux, ils les nourrissent en Chine. Ils ont le droit de mettre donc, du sirop dans les nourrisseurs. Comme ça, l'abeille prend le sirop, va le transformer directement en miel. Et c'est ça qu'ils vont récolter après. Et en fait, c'est ce qui est récolté. Alors, à savoir qu'en France, au niveau des douanes, non, pas besoin de faire. Au niveau des douanes, ils n'ont pas besoin de se poser la question, on va faire le fond militaire. Non. Au niveau des douanes, en France, nous, l'appellation miel, on n'a pas intérêt de tricher. Un apiculteur qui se fait prendre avec ce genre de pratique, il se fait démonter. Là, il suffit, il bouge la barre. Par contre, eux, ils ont le droit, dans les grandes surfaces, de vendre ce truc en appelant miel. Oui, mais même pire, ça passe souvent. Par exemple, vous avez un pays comme la Roumanie, qui fait venir principalement du miel de Chine, et qui le labellise miel UE, puisque la Roumanie fait partie de l'UE. De l'Union européenne, oui, tout à fait. Et donc là, après, ça peut circuler n'importe où dans l'UE. Ouais. Et quand on nourrit avec le sucre candis, c'est pas pareil? Pardon? Quand on nourrit avec le sucre candis, avec les blocs, c'est pas pareil? Alors non, parce que ça c'est pour l'hivernage, c'est-à-dire que de toute façon elles l'ont déjà digéré à arriver le printemps. Et ça ne monte pas dans les hausses parce que logiquement, alors je parle des apiculteurs qui ont une grosse rentabilité, on est bien d'accord. On peut avoir d'autres techniques justement. Donc ça ne monte pas dans la hausse parce qu'en fait au moment où on commence à avoir donc, du miel qui commence à rentrer donc, dans les cadres du corps de la ruche, on enlève le candy et à ce moment-là on remet une hausse au-dessus et elles ne vont pas monter le candy au-dessus, hein, on est bien d'accord, donc elles vont remplir les hausses avec du miel, donc il n'y a pas de risque. Oui, il est infime, le risque, vraiment infime. Donc c'est pas tellement sur cette pratique-là qui peut être remise en question, mais il y a une autre pratique justement, c'est de laisser une hausse pleine de miel l'hiver. C'est ce que moi je fais, je travaille. Voilà, exactement. Et normalement les hausses on les prend pour récolter, pour faire du miel. Voilà. Nous ce qu'on fait c'est qu'on laisse une hausse sur chaque ruche. Donc elles ont beaucoup de provisions pour passer l'hiver. Et moi c'est une pratique que j'ai aussi en tant qu'agriculteur. Ça c'est la seule solution qu'on ait véritablement pour avoir un beau produit, quelque chose de bien. Voilà, là c'est du vrai miel, du miel de terroir, moi je dis, c'est pas du miel. Voilà. Parce que quand on s'amuse à faire des analyses, parce que moi j'ai vu des analyses qui ont été faites, je peux vous dire que c'est du miel, ça a le même goût, mais il n'y a pas les mêmes choses dedans. Non. Alors on dit c'est bon pour la santé, le miel, mais attention, pas n'importe quel miel. Pas le sucre. Pas le sucre, parce que si vous prenez le sucre, c'est très pauvre, il n'y a rien dedans. Vous n'avez pas toutes les vitamines, vous n'avez pas tous les sels minéraux. Les oligo-éléments. Voilà, vous n'avez pas tout ça. Oui. Et c'est peut-être une cause de maladie aussi des abeilles, le fait de les nourrir. Non, c'est une question de production. Non, c'est de la production. C'est uniquement lié à ça, parce qu'en fait, moi qui ne suis pas lié à la production, je peux me permettre de laisser une hausse, par exemple. Je ne vais pas courir après la rentabilité. Oui, je comprends, mais l'effet secondaire, ça peut être un mauvais état de santé des colonies. Peut-être. Disons que il y a des choses qu'on ne sait pas. Il leur manque justement des éléments nutritifs. Oui, ça par contre, oui. Il y a ça aussi. Puis après, c'est vrai qu'on a des parasites et on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on n'a pas. Les parasites ne sont pas finis d'arriver parce que je crois qu'en Asie, ils en ont un paquet. Ça n'arrête pas. Alors avant, on qui eux fait rien à leurs abeilles, mais alors pour nous. On estime. Enfin, quand on dit abeilles, c'est aussi les autres pollinisateurs, hein, parce que les varroas, c'est-à-dire le pou de l'abeille, ou les frelons asiatiques, ils mangent les abeilles, mais ils mangent aussi des bourdons, ils mangent aussi des papillons, ils mangent plein de choses. Vous savez combien consomme une ouvrière de frelons asiatiques dans sa vie? C'est pas très gros, hein, quand même, c'est plus gros qu'une abeille, un frelon. 11 kilos d'insectes. Chaque individu. Et sa vie. Et sa vie, hein, même pas un an. Oui, une saison, en fait, voilà. Une grosse saison. Donc vous voyez la destruction qu'il y a. C'est énorme. Et on n'a pas fini, parce qu'on pourrait y passer la nuit. Voilà, mais je crois que tu peux arrêter. Écoutez, je vous remercie.
Thank